merci d'être là aujourd'hui. Alors, je suis censé vous dire en 10 minutes ce qui s'est passé en 40 ans. Donc, ça fait à peu près 1 seconde par mois. Donc, ça va être un petit peu rapide. Donc, je vais d'abord vous présenter un graphique avec des nombres d'évolution des naissances d'un côté, des mariages de l'autre, pour planter le décor. Ensuite, on verra ce qui a changé depuis 40 ans, les 2 ou 3 points principaux. Et puis, on verra qu'en fait, il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé. Et donc, je conclurai sur les évolutions qui sont un peu devant nous. Donc, voilà un graphique qui est un petit peu chargé. Donc, ce sont des nombres d'événements en milliers. Vous avez la courbe noire en haut qui représente le nombre de naissances par an. Et on peut déjà commencer par regarder cette courbe. Vous voyez que pendant le baby-boom, on était entre 800 et 900 000 naissances. Et puis ça, c'est la fin du baby-boom, en fait, dans les années 60, à la fin des années 60. Et puis à partir de 1975, le nombre de naissances, il est plutôt constant, entre, disons, 750 et 800 000 naissances. Donc on peut dire, depuis la fin du baby-boom, il ne s'est pas passé grand-chose. Et même la fin du baby-boom en France n'a pas été si importante que ça, notamment par rapport à d'autres pays. Alors, quand on regarde une autre courbe qui est la courbe des mariages, alors les mariages, je les ai mis sur l'échelle de droite ici parce qu'un mariage, c'est 2 mariés. Donc, si vous regardez sur l'échelle de gauche, ça fait un peu plus de 600 000 nouveaux mariés dans les années 60, qui correspondaient à un peu plus de 300 000 mariages. Donc, ça permet de plus facilement comparer aux naissances. Vous voyez une hausse au début des années 70, énormément de mariages après le baby-boom. Et puis, une baisse très importante pendant les années 80, une stagnation pendant les années 90 et une nouvelle baisse pendant les années 2000. Et on se trouve aujourd'hui bien en dessous de 250 000 mariages, alors qu'on était dans les années 60, disons, largement au-dessus de 300-350 000. Donc là, il y a un changement très important. Il y a beaucoup moins de mariages. Et puis, un troisième phénomène qui se passe, ce sont les PACS. Vous voyez que bon, il n'y avait pas de PACS avant les années 2000, puisque le PACS a été mis en place fin 1999. Et il y a une augmentation très importante des PACS. Et si on rajoute les PACS au mariage, alors ce qui est un petit peu discutable, parce que ça peut être les mêmes personnes qui se PACS puis qui se marient, mais ça n'empêche que si on rajoute les deux, on arrive à des nombres très très importants. Et donc, on voit que si on s'intéresse uniquement au mariage, on voit une diminution très importante des mariages, mais si on s'intéresse à l'ensemble des formes institutionnalisées d'union, en considérant le PACS comme une forme d'union institutionnalisée, on voit une remontée très importante grâce à cette nouvelle forme d'union. Et puis la dernière courbe que je veux vous présenter, c'est celle qui est en pointillé ici, c'est le nombre de naissances qui ont lieu au sein d'un couple de parents mariés. Et là, on voit qu'il y a une diminution très importante. La baisse du mariage s'accompagne aussi d'une baisse très importante du nombre de naissances de parents mariés. Et donc, évidemment, en contrepoint, ici, la complémentaire, ce sont les enfants nés de parents non mariés. Alors, maintenant, une fois le décor planté, voyons tout d'abord ce qui a changé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le principal changement, ça a été à la fin de 1967, la loi Neuwirth qui légalise la propagande pour la contraception et l'accès à la contraception, et la loi de 1975 qui légalise le droit à recourir à l'avortement. Donc ça a changé énormément de choses. Ça a permis une dissociation complète entre la sexualité, la conjugalité et la fécondité. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles, ce n'est pas du tout la même chose que de se mettre en couple. Et se mettre en couple, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir des enfants. Donc ça a été un changement extrêmement important. Et dans la mesure où la plupart des méthodes de contraception et notamment les méthodes dites médicales de contraception impliquent au premier rang les femmes, ça a donné ou ça a redonné d'une certaine façon aux femmes un pouvoir d'exécution sur la contraception, alors que pendant le baby-boom, les méthodes de contraception, que ce soit le retrait ou l'abstinence périodique, impliquaient l'homme de façon importante, et à chaque rapport sexuel, il fallait d'abord savoir si on avait un rapport sexuel, et ensuite, si on avait un rapport sexuel, l'homme devait prendre ses précautions. Alors qu'avec la pilule ou le stérilet, c'est la femme qui est en charge de la contraception, et à la limite, sans même que l'homme en soit informé. C'était d'ailleurs un des problèmes pour les législateurs dans les années 60, c'est que les hommes allaient perdre le contrôle de la fécondité. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce qui s'est passé.
Alors, deuxième changement important, c'est une désinstitutionnalisation des couples, avec, on l'a vu, cette baisse très importante des mariages, mais il y a eu aussi une augmentation très forte du nombre des divorces. Alors, même si ça a un peu marqué le pas dans les années 2000, il y a eu un changement très important. Mais donc, il y a le Pacs. Et donc, on ne sait pas très bien si le Pacs remplace le mariage. En fait, cette désinstitutionnalisation est très partielle. Et si le Pacs est une autre forme d'union, ça veut dire qu'il y a une transformation des modes institutionnels de vivre en couple. Alors pour les enfants, on peut dire que bien que les mariages soient devenus de moins en moins nombreux et les naissances hors mariage de plus en plus nombreuses, les enfants sont toujours conçus par des couples au sens un homme et une femme qui vivent ensemble et ils sont reconnus par leurs deux parents, même si le mariage, une des fonctions principales du mariage, c'est de donner un père aux enfants, mais même hors mariage, des enfants qui naissent de parents non mariés, l'immense majorité d'entre eux, et aujourd'hui autant que pendant le baby-boom, ont un père et une mère au sens où les pères reconnaissent leurs enfants aujourd'hui dans leur très grande majorité. Alors, troisième changement, c'est l'activité féminine salariée. Donc, il y a eu une autonomisation des femmes rendue possible par le fait qu'elles ont un revenu indépendant de celui de leur mari. On voit en France, comme dans beaucoup d'autres pays, que le niveau d'éducation a monté et plus pour les femmes que pour les hommes. Donc ça, c'est peut-être un changement qui est encore devant nous. Mais on voit que les couples, au moins en termes de capital scolaire ou... alors en termes de revenus potentiels, ce n'est pas tout à fait le cas parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes études que font les hommes et les femmes, mais ça n'empêche qu'en termes de capital scolaire, aujourd'hui, il y a plus de couples, et c'est vrai pour toutes les personnes de moins de 50 ans, il y a plus de couples où c'est la femme qui est la plus diplômée que de couples où c'est l'homme qui est le plus diplômé. Et c'est un mouvement de fond qui a lieu en France, mais dans l'ensemble des pays du monde. Alors, deux conséquences à ça. La première, donc, c'est une complexité accrue des histoires familiales. Donc, en cas de rupture et de nouvelles unions, les individus ont plusieurs conjoints, anciens conjoints, éventuellement des enfants, des beaux-enfants, enfin des situations qui sont plus complexes. Donc, se pose la question de comment on gère les ruptures. Donc, Carole Bonnet nous expliquera comment ça se passe à court terme quand il y a une rupture d'union pour les parents et les enfants. Et puis, deuxième changement important, c'est qu'il y a une acceptation beaucoup plus forte que par le passé des situations minoritaires. Donc, il y a des parents qui sont isolés, qui élèvent leurs enfants tout seuls. Il y a des unions non co-résidentes. Arnaud Régnier-Lelier nous en parlera. Donc, on peut aujourd'hui avoir des relations sexuelles sans vivre en couple, dire que on a une relation privilégiée, ou voire qu'on est en couple sans vivre ensemble, alors que pendant le baby-boom, c'était proprement scandaleux, et notamment pour les femmes. D'avoir une relation quand on n'était pas en couple, c'était pas tout à fait convenable. Pour les hommes, il pouvait y avoir des relations adultérines, il ne fallait pas trop que ça se sache, mais enfin, c'était beaucoup plus toléré. En tout cas, on est aujourd'hui dans une situation où il y a des formes minoritaires qui sont beaucoup plus acceptées. Alors, c'est vrai maintenant que les couples de même sexe ont le droit au mariage. Il y a une légitimation extrêmement forte de des situations qui sont quand même très, très minoritaires. Et de même, il y a une organisation des modes de vie des enfants après la rupture d'union qui sont beaucoup plus diverses que par le passé. Pendant le baby-boom, quand il y avait des ruptures d'union et des nouvelles unions, l'idéal, c'était que la femme prenne le nom du deuxième mari, les enfants prennent le nom de leur beau-père et qu'on fasse comme si c'était une famille. On cachait complètement l'histoire passée. Alors qu'aujourd'hui, les enfants doivent assumer leur histoire, ils doivent garder des relations avec leurs parents, avoir des nouvelles relations avec leurs beaux-parents. Il y a une complexité beaucoup plus forte et une acceptation de ces situations plus complexes. Et un changement qui est aussi très important, c'est qu'il y a quelque chose qui est beaucoup moins accepté que par le passé, c'est la violence. Et d'une manière générale, il y a une tolérance à la violence beaucoup plus faible dans nos sociétés qu'autrefois. Les tournantes qui étaient organisées pendant le baby-boom, les viols, il y avait une espèce de tolérance à des violences, et notamment aux violences familiales. Quand un homme battait sa femme, ça concernait un peu le curé. Si la femme allait voir les gendarmes, elle pouvait un peu se faire moquer d'elle. Bon. Alors qu'aujourd'hui, il y a une légitimité d'une lutte, il y a une intolérance aux violences conjugales qui est très importante avec l'idée du consentement. Et on le voit pour les couples de même sexe. La distinction qui a été compliquée à faire entre la pédophilie qui est un crime et les couples de même sexe qui sont tolérés, c'est bien le consentement des partenaires qui est crucial. Et les mineurs ne peuvent pas avoir de consentement, alors que les majeurs, s'ils sont consentants, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent.
Alors maintenant, voyons ce qui n'a pas changé. Donc on l'a vu, le nombre de naissances n'a pas changé. Il y a eu quand même pas mal de changements. Un changement dans le calendrier des naissances. Les naissances arrivent de plus en plus tard. Il y a eu une diminution des familles très nombreuses. Mais bon, en France, par rapport à d'autres pays, la part des femmes sans enfants a assez peu changé. Elle a un petit peu diminué dans un premier temps. Elle augmente un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins que dans d'autres pays. Et puis surtout, ce qui n'a pas changé, c'est le couple, qui reste une valeur extrêmement importante. Donc, on n'a pas vu apparaître ce qui était un peu soit un espoir, soit une crainte dans les années, à la fin des années 60, hein, des vies communautaires, des relations à plus de 2 personnes. Et il y a d'ailleurs une moindre tolérance à l'infidélité qu'autrefois. Il y a donc un retard des unions, une hausse des ruptures d'union, mais il y a des remises en couple. La baisse de la mortalité fait aussi que la durée de vie en couple, au total, n'a pas diminué, bien qu'il y ait de plus en plus de ruptures d'union. Et donc, il y a le Pacs a été un peu une surprise, hein, que les couples de sexes différents s'emparent à ce point du Pacs pour légitimer leur union, qui était quand même au départ une coquille vide, même si les droits des pacsés ont beaucoup augmenté dans les années 2000. Mais on peut dire que l'aspiration de vivre en couple à deux et de vieillir ensemble reste très présente, disons, après 30 ans d'affaiblissement du mariage. Alors, une conséquence de ces changements, c'est que le couple parental, composé d'un père et d'une mère, reste quelque chose de très structurant. Avec disons une force, hein, le fait, je l'ai dit, que les enfants étaient conçus par des couples reconnus par les 2 parents quand ils sont nés hors mariage, mais aussi des difficultés d'adaptation de la société, et notamment dans les méthodes d'assistance médicale à procréation, on a beaucoup de mal à donner un statut aux donneurs. Hein. Les donneurs sont réputés anonymes. En France, on ne sait pas quoi faire des donneurs. Et les enfants qui sont nés d'une AMP ou d'une fécondation in vitro souffrent du fait que leur donneur n'existe pas. Il est complètement nié, alors qu'il y a d'autres pays où les donneurs sont connus. Ils ont une relation avec les enfants dont ils ont permis la venue au monde, même s'ils ne se prennent pas du tout pour des parents, ils ont un rôle spécifique. De même, il y a une tension entre la volonté de maintenir les relations entre les parents et les enfants après les ruptures et de construire des liens nouveaux avec les beaux-parents. Et on voit que toutes les discussions sur le statut du beau-parent butent contre cette volonté du législateur de conserver le lien entre les parents et les enfants. Donc ça rend des situations familiales des enfants complexes. Didier Breton nous en parlera. Et puis on le voit pour les couples de même sexe. J'ai dit qu'il y avait une grande tolérance pour les couples de même sexe, mais ils ont le droit d'adopter, ils n'ont pas le droit d'avoir recours aux méthodes d'assistance médicale à la procréation. Donc ça paraît extrêmement illogique quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays où les différents modes de filiation sont associés. L'important, c'est qu'un couple de personnes veulent avoir des enfants et on ne voit pas très bien pourquoi un couple de même sexe pourrait adopter des enfants et ne pourrait pas avoir recours aux méthodes d'assistance médicale à la procréation. Alors, pour conclure, tout d'abord, le fait que j'ai dû faire 3 diapositives de conclusion parce que c'est un peu compliqué. Donc, il y a des normes qui sont contradictoires, qui sont en tension, qui sont en renouvellement permanent. Alors, pour les individus, c'est déjà compliqué parce qu'il y a déjà des injonctions contradictoires. Il faut être amoureux de son conjoint, mais il faut quand même que l'union dure. Et c'est un peu compliqué d'être amoureux de quelqu'un pendant des décennies si on n'a pas le spectre de la mort qui pourrait vous menacer. Hein. Il n'y a pas de menace et il faut faire des efforts pour rester ensemble. Et il y a une forme, disons, d'union successive qui est de plus en plus tolérée. Donc la question de l'engagement, c'est un peu compliqué de dire qu'on veut être libre de s'en aller, mais en même temps on veut rester ensemble. Hein. C'est pas forcément très facile. Bon. Donc ça introduit une diversification, une complexité accrue des parcours, j'en ai déjà parlé. Et au point de vue norme, donc il y a une double tension, d'une part entre l'égalité et la diversité. C'est difficile d'accepter une diversité de situations tout en ayant un idéal d'égalité. Et on voit qu'il y a pas mal de situations qui entraînent des inégalités. Est-ce qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes ou est-ce qu'il faut accepter que les gens fassent des choix qui, parfois, sur le long terme, sont plutôt en leur défaveur? Et ça pose aussi une deuxième tension entre la liberté et la protection. Est-ce qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes? Hein, par exemple, les femmes sont plus réticentes que les hommes à se marier, mais en cas de rupture d'union, il vaut bien mieux être une divorcée qu'une femme séparée d'une union non mariée.
Et de même, il vaut bien mieux être veuve que être conjoint survivant d'un couple non marié. Mais c'est plutôt les femmes qui ne veulent pas se marier et elles ont probablement des bonnes raisons pour ça. Et donc, il y a un problème de la justice. Est-ce que les juges doivent considérer qu'un couple non marié qui rompt, c'est comme un couple marié? Et notamment pour les Pacsés, ils ont décidé de ne pas se marier. Et ensuite, en cas de rupture, ils vont demander la même protection que s'ils avaient été mariés. Donc ça pose des problèmes de jurisprudence qui sont assez complexes. Alors, un élément très important dans tout ça, c'est évidemment les relations entre les hommes et les femmes, où là aussi il y a une tension, il y a un discours très égalitaire et des comportements qui restent très inégalitaires. Et un exemple, par exemple, c'est qu'en cas de rupture d'union, il y a beaucoup de femmes qui restent seules avec leurs enfants et qui se trouvent dans une situation de pauvreté. Et dans les périodes du baby-boom, ça n'existait pas parce que les femmes étaient coincées, elles ne pouvaient tout simplement pas partir. Alors qu'aujourd'hui, les femmes préfèrent partir et elles, disons, plutôt pauvres qu'épouses, quand elles ne sont pas satisfaites de leur union. Et donc, est-ce qu'il faut encourager les médiations conjugales, par exemple, pour éviter les ruptures? Est-ce qu'il faut améliorer les situations financières des femmes qui ont décidé de se libérer d'une union qui ne leur convient plus? Ce sont des questions qui ne sont pas tout à fait triviales. Alors, deuxième aspect, on peut dire que la famille change et depuis une trentaine d'années, il y a eu des bouleversements très importants, mais les adaptations demandent des efforts et on voit qu'il y a des choses qui sont compliquées. Donc, est-ce qu'il faut donner un statut aux couples non co-résidents? Arnaud nous en parlera. Quel statut donner aux couples de même sexe? Est-ce que c'est vraiment des couples comme les autres? Quel statut pour les beaux-parents? Est-ce qu'on veut créer, disons, des nouvelles règles de filiation qui s'adaptent aux nouveaux comportements familiaux? Quel rôle donner aux grands-parents, sans parler des grands beaux-parents ou des beaux grands-parents? Quand il y a eu des ruptures d'union, ça peut être extrêmement compliqué. Comment on va gérer aussi les solidarités familiales, notamment avec les questions d'aide aux personnes âgées? Donc là, il y a des adaptations avec une individualisation des comportements familiaux, mais des solidarités qui restent extrêmement fortes. Et donc là, il y a vraiment des adaptations qui sont encore devant nous. Donc en termes de politique familiale, j'ai déjà évoqué les questions, la tension entre la liberté et l'égalité. Je ne vais pas y revenir. Non, je ne vais pas y revenir, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas trop y revenir. Retenons juste que les politiques familiales sont aujourd'hui extrêmement diverses en France et elles ont un appareil de justification qui est très incohérent. C'est-à-dire qu'on justifie un peu tout et n'importe quoi par le libre choix des personnes. Et quand on essaye de mettre à plat les choses, on a un peu du mal à comprendre comment ça marche. Mais en fait, ça ne marche pas si mal puisque, et c'est peut-être ça ma conclusion finale, quand la fécondité va, tout va. Tant que les gens font des enfants, après tout, tout le monde est content. Et les personnes elles-mêmes sont plutôt satisfaites de la situation des familles avec l'idée que le système est assez souple. Il y a des situations variées. L'État aide tout le monde, aime tout le monde. Alors, il y a bien quelques personnes qui ronchonnent. Par exemple, il y a une association des personnes seules, des solos, qui trouvent que vraiment ils sont pressurés et c'est eux les dindons de la farce de la politique familiale, mais ils sont à peine quelques centaines. Il y a quelques personnes aussi qui sont antinatalistes, qui disent qu'on est trop nombreux sur la planète, qui disent qu'il faut absolument éviter que les gens fassent trop d'enfants, mais ils sont aussi quelques centaines. Enfin, les protestations contre la politique familiale sont plutôt des gens qui veulent toujours plus. Et toujours plus un peu pour tout le monde, justement. Donc, le niveau élevé de la fécondité, on peut aussi dire qu'il y a en France une pression très forte en direction des couples pour avoir des enfants. C'est difficile en France de vivre en couple sans avoir des enfants. On est assez rapidement considéré comme un couple à problème, soit des problèmes médicaux, soit des problèmes d'entente, alors que dans d'autres pays, le choix de ne pas faire d'enfants peut être assumé plus fièrement. Et par contre, on ne voit pas en France, comme dans d'autres pays d'Europe, des condamnations de nature morale de gens qui ont trop d'enfants alors qu'ils n'ont vraiment pas de quoi se les payer. Il y a vraiment l'idée que l'État est notre père à tous et l'égalité des chances, c'est du ressort de l'État. Ce n'est pas aux couples de limiter leur fécondité s'ils n'en ont pas les moyens. Et troisième aspect qui est important par rapport à d'autres pays, il y a assez peu de différences sociales en termes de comportements familiaux. Donc il y a des différences, mais elles sont moins marquées que dans d'autres pays. Et il y a l'idée qu'un consensus sur les comportements familiaux et la politique familiale est plus facile si les différences sociales sont assez faibles. Alors que dans d'autres pays, il y a des politiques qui conduisent à des polarisations plus importantes. Certains groupes sociaux vont avoir par exemple beaucoup d'enfants et dans d'autres groupes sociaux, il va y avoir beaucoup de personnes sans enfants. Alors qu'en France, il y a beaucoup moins de différences que dans d'autres pays.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.